Vous êtes d'accord, il y a une énorme propagande sur l'écologie en ce moment. La moitié de la population actuelle va mourir dans les 15 ou 20 ans. Aucun combat n'est vain face à l'urgence écologique. Mais c'est comme si on essayait de nous dire qu'il fallait qu'on réduise notre niveau de vie. Il faut arrêter le nucléaire. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Pour des raisons écologiques. Devenir végétarien, renoncer à conduire une voiture à essence. Donc moi je veux bien, j'ai toujours dit mais moi je veux bien. Mais attendez les mecs, est-ce que vraiment on en a besoin? Si c'est non, qu'ils aillent tous se faire enculer. How dare you? La France dispose d'une réserve de combustible gratuite de plusieurs milliers d'années. Et là j'ai l'impression qu'on m'a menti. Depuis tout petit. Comme je vous l'avais dit, j'ai eu mon rendez-vous dimanche avec un membre des meilleurs qui travaille, il est scientifique, il travaille dans la science. Donc, il m'a fait un entretien de 2 heures, 1h30, 2 heures. Et j'ai pris ce temps-là, et il a pris ce temps-là avec moi, pour m'initier à la problématique de l'écologie, autour de la question, le réchauffement climatique est-il d'origine humaine? Est-ce que c'est pas la question du siècle? Et alors, j'ai eu une surprise vers la fin de l'exposé, concernant l'écologie, c'est à propos du nucléaire. Vous savez qu'il y a une polémique entre les écolos qui disent qu'il faut pas de nucléaire, mais qui maintenant reculent un peu, mais qui voulaient de l'énergie verte, du tout électrique, avec des éoliennes, des machins comme ça. Et il y a une polémique parce que il y a plein d'écolos de droite qui disent que le nucléaire, bah, c'est la résolution. Et il me parle de la Gen 3, enfin de la nouvelle génération. La Gen 3, c'est pour les meilleurs, mais la nouvelle génération de réacteurs nucléaires. J'ai une obsession depuis que je suis enfant, des déchets nucléaires qui me font peur, parce que j'étais dans une école qui était gauchiste et écolo, et ils m'ont fait peur, ils m'ont tellement fait peur avec ça que je me dis, mais merde, on stocke des déchets nucléaires, on sait plus quoi en faire. Et il me dit qu'en Chine, et aux États-Unis, ils travaillent déjà sur des réacteurs de nouvelle génération qu'on développait en France depuis les années 70. Et il me sort une vidéo de Greg Tabibian et d'autres gens, où a priori cette nouvelle génération de centrales nucléaires peut consommer les déchets qu'on a stockés. En fait, les réacteurs qu'on a aujourd'hui exploitent très mal le combustible qu'on a à disposition dans l'environnement, donc l'uranium naturel. On exploite à peu près 1% de la capacité énergétique de l'uranium naturel. Et sur un réacteur sur un 4e génération? En théorie, c'est 100%. Ah oui, c'est en pratique, dû aux contraintes techniques, on va dire plutôt 70-80%. Je dis, mais on en a pour combien de temps d'autonomie? Il me dit, tiens, un chiffre. Et je dis, je sais pas, je vais pas me faire douiller, je dis 500 ans. Et il me fait, plus. Ce qui nous permettrait, en théorie, de satisfaire la demande énergétique de la France, donc toutes les énergies confondues, hein, tout ce qu'on consomme par an, pétrole, gaz, charbon, nucléaire, hydraulique, renouvelable, enfin tout. Et ça, on pourrait le faire juste avec de la 4e génération surgénératrice pendant 2000 ans. On a 2000 ans de réserve électrique en France, avec ce qu'on consomme aujourd'hui et ce qu'on vend. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Ouais, les 3000 ans d'électricité gratuite. Alors je vais vous diffuser un truc, pour commencer. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, vous arrivez avec une nouvelle preuve de l'intérêt retrouvé pour le nucléaire. Les Américains viennent de lancer la construction d'un réacteur de nouvelle génération. Alors celui-ci est capable de recycler ses propres déchets. Oui, du nucléaire, allez, on va dire un peu plus propre, puisqu'il va se nourrir de déchets radioactifs. Aujourd'hui, on les enfouit. Eh bien, aujourd'hui, on les enfouit. On va faire quoi? On va les vendre. Qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets? Et les écolos? Et on sait pas quoi faire des déchets? Ben, apparemment si. Depuis 1960. Et pour mon mémoire, c'est le même principe que nos réacteurs Phoenix, Super Phoenix et du projet Astrid. Vous en souvenez peut-être, hein, on en a beaucoup parlé parce qu'ils ont coûté très très cher et qu'ils ont été abandonnés brutalement après des... On a payé et on a laissé tomber. Alors il m'a donné une spécificité. Apparemment on a laissé tomber parce que les écolos qui étaient arrivés dans l'Union Européenne, les écolos français, ont milité du coup pour l'arrêt du développement de ce type de réacteur. Chaque grand réacteur civil produit actuellement de quoi fabriquer une bombe par semaine et on prévoit qu'il existera plusieurs milliers de réacteurs dans le monde avant la fin du siècle. Décennies de recherche, eh bien, les États-Unis, eux, vont jusqu'au modèle commercial. La construction d'un premier réacteur démarre dans le Wyoming. Comme les IA. Ça fait 25 ans qu'on développe les IA en France. Et on a attendu que les États-Unis le commercialisent. Allez tous vous faire enculer. On est chez les dingues. Comme ils disent dans le chat, là, Macron, il a vendu les débuts de technologie fusion. Encore une fois, merci Manu.
Honnêtement, ça rend complètement dingo. Straight, ça rend fou. On parle de 2 à 3 000 ans d'énergie. Est-ce que vous savez ce que ça fait 3 000 ans, l'Armina? Vous savez ce que ça fait 3 000 ans? Le moment où on avait le bossu de Notre-Dame, là, en 1400, ben, c'est 500, 700 ans, à peu près. Donc c'est plus. C'est plus que ça. C'est les Étrusques à peu près. Des Étrusques jusqu'en 2024 d'électricité. Vous imaginez le nombre de pyramides volantes qu'on va pouvoir faire Ça fatigue, hein. Vous imaginez les pyramides volantes, un peu. Notre-Dame en lévitation électrique. Il est venu le temps des cathédrales. On en est là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On y va. Soft. Ouais, alors, Empire romain en gros. Un peu plus 3000 ans. Un peu plus. C'est la start-up TerraPower qui est aux manettes, une société qui a été co-créée par Bill Gates. Tiens, comme d'habitude. C'est Bill Gates. Ah, Bill Gates, il a fait comme ça. Bon, il était sur son ordinateur, il a fait bon, je sors Windows 11. Ça marche pas, c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Vous vous occupez de l'update, j'en ai rien à branler. Ça sent le fric. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Attends. Non, ça coûte super cher, mais ça sent pas le fric. C'est quoi qui sent le fric? Oh putain! Oh putain! Oh, le nucléaire français! Eh les mecs, Gen 3! Oh putain! Oh non, elle dépose le houlong là, c'est énorme. Non, 3000 ans! 3000 ans! Oh putain! Oh putain! Ah ça c'est de la bonne cam ça. Les mecs, je me rends propriétaire. Je me lance dans le nucléaire. Non, laisse tomber les ordinateurs, j'en ai rien à branler. Ouais, fais-moi une entreprise de nucléaire, là, c'est parti, on se lance. Mais l'urgence climatique a changé la donne. Hein, l'urgence climatique, ça a changé la donne. Au début, on n'aimait pas, puis finalement, j'aimerais bien continuer à pouvoir charger mon iPhone. Après les déboires de l'EPR de Flamanville. Mais l'urgence climatique a changé la donne. Les besoins en électricité vont augmenter de façon exponentielle. Incroyable. Et comme l'éolien... Allez, parce que les écolos, ils veulent le tout électrique. On veut le tout électrique, mais il n'y a pas assez d'énergie. On fait les éoliennes? Non, c'est mort, les éoliennes. On fait le nucléaire? On revient sur le nucléaire? Ouais, mais c'est un peu tard, là. C'est Bill Gates. Oh, il y en a marre des milliardaires! Ils sont propriétaires de tout, les milliardaires! Il y en a marre! Pourquoi ils sont propriétaires? Est-ce que t'as fait des manifs? Comme si les éoliennes et l'énergie marine pouvaient... Mais voilà, mais ils le disent. Mais ça y est, ils le disent. Donc on va avoir les écolos pro-nucléaires. Dans 2 ans. Solaires ne produisent que par intermittence, eh bien la transition prendra du temps, donc on se dit pourquoi pas regarder à nouveau vers le nucléaire. Pourquoi pas regarder à nouveau, ils disent les écolos. Et après ils vont... Il y a Mélenchon. On est pour le nucléaire, mais vert. Ok. Et qu'il soit pas à la propriété des milliardaires. Ouais, c'est De Gaulle, ça. C'est De Gaulle qui nous a filé le nucléaire propriété française sans intermédiaire de Veolia ou d'une entreprise privée. Ouais, mais c'est un enculé de fasciste, De Gaulle. Ah d'accord. Des centrales qui recyclent les déchets, une sorte de nucléaire circulaire, c'est bien, mais on parle quand même de déchets nucléaires, radioactifs. J'imagine qu'il y a de nouveaux risques avec ces centrales. Ah oui, il y a notamment de gros risques d'incendie en cas de fuite, car ce sont des centrales qui sont refroidies au sel ou au sodium liquide. C'est un produit qui s'enflamme spontanément au contact de l'air quand il est très chaud. Mais l'avantage, c'est que ce refroidissement se fait à l'air libre, donc le cœur ne pourra jamais fondre comme pour la catastrophe de Fukushima. Donc pour résumer, il y a des dangers, mais ils sont moindres qu'avec les centrales traditionnelles. Donc c'est moins dangereux, et ça bouffe les déchets. Ça remange son déchet. Peut-être pourquoi les parlementaires s'inquiètent que la France perde des compétences dans la recherche nucléaire. Ouais, ils s'inquiètent qu'on perde des compétences, les parlementaires. Ils ont parlé, ça fait depuis 70, ils parlent. Vous avez fini de parler? Non, on est en train de s'inquiéter là. On s'inquiète les mecs. Pourquoi les parlementaires s'inquiètent que la France perde des compétences dans la recherche nucléaire? Il ne faudrait pas finir par aller chercher chez les Américains ce qu'on a abandonné il y a quelques années. Ah, faudrait pas aller chercher chez les Américains ce qu'on a abandonné il y a quelques années quand même. Ça serait quand même dingue, non? Ce matin, Superphénix a produit ses premiers kilowatts. Après 10 ans de travaux, le réacteur de Superphénix vient donc d'être couplé au réseau d'EDF. Pourtant, en 1985, le gouvernement misait beaucoup sur cette technologie d'avant-garde. Un surgénérateur capable de produire plus de combustible que la machine n'en consomme en régénérant, tel un phénix, ses propres déchets radioactifs. 1985, c'était déjà là. Pour que ça soit couplé à EDF en 1985... En gros, ça veut dire qu'on a commencé les recherches en 65. En 75, c'était réglé, on était déjà en train de construire en fait.
On parle d'un truc des années 60. Ce réacteur doit être refroidi au sodium liquide, un produit difficile à manier, ce qui ne va pas sans poser... Voilà, refroidissement au sodium liquide. Bah alors ça, c'est résolu, ça. Réacteur sodium a 5 systèmes principaux. Un cœur qui produit de la chaleur à partir d'un combustible composé d'un mélange d'uranium et de plutonium. 2 circuits sodium permettant pour le premier de refroidir le cœur, pour le second de transférer cette chaleur à un autre circuit. Ce troisième circuit récupère la chaleur emmagasinée par le sodium et la transmet à un gaz inerte. On parle d'échangeur sodium-gaz. Et enfin, un système turbogénérateur qui convertit l'énergie emmagasinée par le gaz en électricité. Donc là c'est les gauchistes, 1977. Et ils étaient déjà avec les drapeaux LGBT machin là. Moi quand je vois ça, je vois des écolos des années 70 qui font des manifs, j'ai l'impression de regarder un documentaire sur le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'en gros, les gars ils gueulaient alors qu'on a trouvé des alternatives entre temps. Eux ils pensent que quand il y a un problème, on va pas le résoudre. Donc ils gueulent. Faut travailler plutôt que gueuler, ou faire confiance. J'imagine que les professionnels, ils le savent. Ils ont des alternatives. Et là, en plus, on parle quand même d'une technologie qui moi, personnellement, me fait rêver, alors qu'elle est dans nos mains depuis 60 ans. Donc, Mais la forte opposition, l'accident de Tchernobyl et les incidents techniques à répétition auront eu raison de Super Phénix. Voilà, donc en fait, c'est que du média. Merci les médias. Merci la télé de manipuler les foules pour faire un peu de blé. Et après, derrière, on ramasse les pots cassés des années après. Ok. Donc en fait, les manifestants sont des télévores. Ils regardent la télé. Ils ont peur parce qu'on leur fait peur à la télé. Donc ils font des manifs. Et donc après, on abandonne des trucs. Et on perd 60 ans. On va pouvoir rattraper le retard. Alors ça, c'est un défi énorme, parce que c'est un défi industriel qui exige d'avoir les hommes et les femmes pour conduire le projet, pour réaliser le projet. Or, nous avons un pays qui s'est largement désindustrialisé. Pendant 20 ans, nous n'avons plus investi dans notre filière nucléaire. Et depuis 10 ans, on expliquait aux Français qu'il fallait au contraire la réduire et envisager même sa fin. Donc c'est une volte-face. Je suis heureux de cette volte-face, mais néanmoins, le temps perdu sera difficile à rattraper. Son objet même, qui était d'être le premier élément d'une série industrielle destinée à produire de l'électricité. Ah, il est bon lui. Ah, t'es là toi. Ah, t'étais déjà là. Ok, merci. Merci. Merci Dominique. Super. Ok, ça se passe bien les petites tousses là, c'est bien. Écoutez, je vais vous faire une réponse... Hein? T'en es à ta combien là? T'as bien mangé? C'est là le métier qui veut ça, bon. D'autant que, comme vous le savez, il a coûté beaucoup plus cher que prévu. Mais quoi? Ça a coûté beaucoup plus cher que prévu quoi? Son objet même, c'est d'être un test pour l'étendre sur tout le territoire. C'est pas justifié. Pourquoi c'est pas justifié? C'est qui? Tu justifies pas? Y a rien de justifié là. Putain, c'est mauvais. Ils sont cons les mecs. C'est insupportable. De le voir dans le passé, c'est encore pire. Je crois que ça va me rendre insupportable le fait d'écouter des politiciens, tu sais. Pour Bill Gates, l'argent n'est pas un problème. Donc pour lui, c'est pas un problème le pognon. Oh fucking French. Oh Dominique Strauss-Kahn, tu veux l'argent? T'auras pas. Moi je veux ça. Milliardaire fait renaître le Phénix avec son réacteur natrium. Voici une maquette 3D. On ne l'a pas encore construit, mais ici c'est l'îlot nucléaire. Ça ressemble... C'est la France, elle a eu l'idée. Hop, j'ai pris photo, j'ai fait... Oh, j'ai tout fait pareil. Hop là, regardez. Ça, j'ai même laissé le drapeau de France. Dedans, regardez, chez moi, il y a le drapeau. C'est un peu doigt d'honneur, les mecs. Chez moi, il n'y a pas de gauchiste pour faire le manif. Sinon, on a tiré dessus. J'ai payé des militaires congolais de tirer sur les gauchistes. Ah! Comme ça. T'es pas touché de mon argent. Je vais tout faire en nucléaire privé. Aucun état, je fais ce que je veux. C'est pas dangereux, vous pouvez créer des bombes nucléaires avec ça. Peut-être.
fais ce que je veux, c'est mon pognon. L'énergie nucléaire peut être produite sans qu'aucune des erreurs du passé ne se reproduise, grâce aux nouveaux modes de construction. J'admets que convaincre les gens, ça va être aussi dur que de le construire. Mais on les a bien convaincus de mettre un masque sur la gueule, donc on arrivera à leur faire dire que le nucléaire c'est bien. Tout ça n'est qu'une affaire de pognon. Du pognon j'en ai. Je vais le mettre sur la table et les gens vont manger de l'uranium. Comme en 1840. Ils mettaient l'uranium sur le visage pour bien redresser le visage. À l'époque, ça marchait. On leur a fait boire du coca. On peut bien leur faire accepter le nucléaire. Mais étant donné que ce sera nécessaire pour éviter le réchauffement climatique, on ne doit pas laisser tomber. En France, le centre d'énergie atomique... Merci, les écolos. Donc du coup, fallait se battre contre les centrales nucléaires pour l'écologie, et maintenant, faut se battre pour les centrales nucléaires pour l'écologie. Merci. Donc après, on va répondre aux deux questions. Qui nous a fait abandonner le nucléaire? Pourquoi on s'y remet pas? Ou est-ce qu'on s'y remet? Ou un truc dans le genre. Parce que là, est-ce que c'est vraiment si peu polluant? Pour ce qui est d'Astrid, Astrid était la reprise de Super Phénix. Hein, c'est-à-dire les réacteurs en neutrons rapides qui mangent les déchets nucléaires. On le relançait. C'est-à-dire... Et là, Emmanuel Macron, contre toute attente, a supprimé le projet. On avait déjà dépensé 700 millions d'euros. Et qui a repris Astrid? Eh bien, c'est Bill Gates. Bill Gates qui vient de recevoir plusieurs milliards de dollars du département à l'énergie américain pour lancer un réacteur à neutrons rapides mangeur de déchets nucléaires, la technologie pour laquelle nous avions 30 ans d'avance et qui aurait permis, et ça c'est l'Office parlementaire des choix technologiques, d'assurer 1000 à 2000 ans de souveraineté énergétique avec les déchets nucléaires que nous avons sur notre sol et avec une puissance 100 fois supérieure aux centrales nucléaires actuellement en activité. Il y a Mickaël le Bienheureux, par exemple, qui est dans le chat, là, qui m'a fait un petit rapport. Wikipédia. Je suis en train de lire le Wikipédia de Super Phénix, quelques infos en vrac. Grosse manifestation écolo en 1977. Le rendez-vous sera brutal. Au cours de violents affrontements avec les CRS, les manifestants relèvent un mort dans leur rang, un écologiste convaincu de 31 ans, Michel Vitalon. Nous reviendrons chaque été, disent-ils, avant de se replier. Nous reviendrons jusqu'à ce que la centrale disparaisse. En 1982, attaque du chantier au lance-roquettes. En 2003, le député écologique de Genève, Chaim Nassim, le revendique. Il revendique l'attaque à la roquette. Et alors, Fifi, elle nous a envoyé plein de liens. Parce qu'en fait, ils ont fait le travail. Genre, il y a 7 vidéos au moins sur le cercle Aristote à ce propos. Et ils invitent un peu toujours le même mec. Ah bah, il y a une version Mediapart. Ah ouais, non, mais c'est... Oui, d'accord, c'est Jean Covici. Bah, on va s'écouter le Jean Covici. Puisque c'est un écolo. Enfin, en tout cas, il a... C'est l'homme qui parle à l'oreille des écolos. Attendez, là on a un signe noir énorme qui s'appelle le changement climatique, on s'en occupe pas. Mais non, mais vous considérez que le changement climatique, on va s'en occuper avec du nucléaire et du gaz de schiste? Je considère que si on ne fait pas de nucléaire, globalement on augmente le risque. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Vous considérez qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Non, c'est pas du tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit la première chose qu'on allait faire. Vous voyez, vous êtes comme tous vos copains. On reviendra au nucléaire après et aux autres énergies, mais est-ce que sortir du pétrole, en sortir un peu, en sortir... L'idée, c'est de sortir des énergies fossiles, hein, dont le pétrole, etc., qui sont et les plus polluantes, et les plus rares, et celles qui vont partir en vrille, quoi. Sortir progressivement, sortir à terme, est-ce que ça peut sortir des COP? C'est-à-dire, est-ce que... Non. Ça ne sortira pas des COP parce que le pétrole a fait le XXe siècle. En fait, le pétrole, c'est le XXe siècle. Je suis habillé avec du pétrole. Ça, c'est du pétrole. Je parle dans du pétrole. Je suis venu ici avec du pétrole. Je suis venu à vélo, mais les pneus du vélo, c'est le pétrole. J'ai roulé sur du bitume qui était du pétrole. Ce que je vais manger ce soir sera partiellement issu de la mondialisation parce que fertilisé avec des engrais faits au gaz. Enfin, le pétrole est absolument partout dans nos vies aujourd'hui. On ne se rend pas compte. Non, je ne me rends pas compte. Mais oui, c'est les années du plastique. Et là, les gauchistes, ils ont pas l'air bien. Ils l'invitent, mais ils sont pas bien, Mediapart. C'est vrai qu'ils ont l'air vénères, quand même. Le pétrole, c'est le temps libre. Le temps travaillé a été divisé par 2 en France, entre 1900 et 2000. Le pétrole, c'est l'urbanisation. Désolé, les mecs, c'est pas les manifs sociales qu'on réduit par 2 le temps de travail. C'est l'énergie.
Je suis désolé, il n'y a pas de lutte... La lutte sociale n'est qu'une une sorte d'interface avec l'évolution technologique et énergétique. Non, je suis désolé. Vous êtes des marionnettes de l'histoire. Je comprends que ça soit pas bien pour eux. Enfin, ils l'invitent, parce qu'il faut l'entendre. C'est des vérités qu'il faut entendre. Mais ils doivent pas aimer. Les gauchistes sont dégoûtés parce qu'ils valident la politique énergétique des gaullistes. Du coup, ça, tu rebootes à mai 68 et tu leur dis tout votre mythe de gauche, c'est de la merde. Depuis votre naissance, mai 68, là, tout est acheté à la poubelle. J'ai eu tort. Oui, t'as eu tort. Oh non! Je veux garder mes opinions, je veux continuer, je veux pas lâcher. Mais tu vas mourir un jour. Non! Je suis un baby boomer. Je vais pas mourir. Si, tu vas mourir, c'est bientôt fini. Et les jeunes pensent pas comme toi. Oh! Les connards avec les PlayStation, là, qui jouent des jeux vidéo toute la journée. Et ils sont pas d'accord avec toi. Et c'est eux l'avenir. Non! Si. Plein d'autres pays, notamment européens, à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde d'ici à 2050 par rapport à 2020, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à 9% à peu près de la production mondiale d'électricité par le nucléaire en 2022, et ce serait donc de tripler cette capacité-là. L'objectif, c'est bien sûr de réduire les énergies fossiles. L'annonce, elle a été faite par John Kerry, puis il y a aussi le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, voilà. Et Emmanuel Macron, évidemment, l'a défendu. Ah, mais il n'avait pas dit le contraire. Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Et je tiendrai cet engagement. Nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050. Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Tripler les capacités nucléaires en 2050, d'ici 2050, en quoi ça peut aider à lutter contre la crise climatique? Alors ça dépend. La réponse est dans la question, quand même. En quoi avoir plein de parcs nucléaires, ça peut aider ah oui, bon, enfin, contre le réchauffement climatique, oui, c'est... Non, c'est entendable comme question. En quoi ça peut aider à lutter contre la crise climatique? Alors ça dépend si on fait ça en plus du reste ou à la place du reste. Ouais. Historiquement, en fait, ni le nucléaire, ni les nouvelles énergies renouvelables, éolien et solaire, n'ont remplacé les fossiles. C'est-à-dire les deux se sont rajoutés à des consommations fossiles croissantes. Il y a eu des pays où... Plus on en a, plus on en dépense. Exactement comme dans l'administration publique. T'as moins de dépenses, tu brûles de l'argent pour pouvoir redépenser derrière encore le même budget. Voilà. Bah, c'est humain, quoi. Ça a remplacé, par exemple, en France, la génération électrique avant les chocs pétroliers était faite pour partie avec du pétrole. Et le programme nucléaire a remplacé une partie de cette génération électrique. Donc en France, il y a vraiment... Climat. Alors tiens, ils présentent leur propre article Mediapart. Climat. Comment le nucléaire a gagné la bataille culturelle. Campagne contre les éoliennes. Bataille sur les besoins en électricité. Impopulaire après l'accident de Fukushima et mise à mal par l'échec de l'EPR. L'industrie de l'atome a réussi à se replacer au centre de la politique du gouvernement. À partir de lundi, des députés examinent les projets de loi de relance nucléaire. Bah oui, c'est une bataille culturelle. Oui, en soi, ouais, c'est vrai. Peut-être qu'on sait pas tout. Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à nos frontières. Vraiment ? Si Flamanville est un fiasco industriel et financier, c'est la faute des antinucléaires. Vraiment ? Si la moitié de nos réacteurs étaient à l'arrêt cet été et qu'on a dû recourir au charbon, c'est là encore la faute des antiprogressistes? L'accumulation des déchets radioactifs, extrêmement dangereux pour des milliers d'années, ne pose pas de problème? Le nucléaire, c'est l'indépendance énergétique de la France. Vraiment? C'est pas le cas. C'est-à-dire que le nucléaire s'est développé... Toutes les énergies se sont développées les unes sur les autres. En fait, c'est ça qui est paradoxal. L'hydroélectricité s'est aussi développée en plus du gaz, du pétrole et du charbon qui augmentaient. Enfin, tout. C'est ce qui est un peu perturbant. Et alors, donc, la question maintenant, c'est... Il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune vision d'ensemble. Je suis pas étonné. Ça va dans tous les sens. C'est AOP, c'est français. Pareil, ça, ouais, c'est n'importe quoi. Vite, n'importe quoi. On dit qu'on va tripler l'énergie nucléaire. Est-ce que, en tant que tel, c'est une garantie qu'on va faire moins de fossiles? La réponse est non. Donc, voilà. En fait, la vraie déclaration aurait dû être, on va tripler et virgule, on s'engage derrière à virer tant de charbon, tant de gaz, parce qu'au pétrole, il n'y en a plus dans la production électrique. Oui. Dans un pays. Mais il faudrait pour ça trancher. Si Macron, ou le prochain président, il dit, on s'engage à tripler le nucléaire, virgule, et virer le reste...
Les écolos vont faire « Quoi ? Virer les éoliennes, mais vous êtes un nazi écologiste !» Mais non, regarde, aux États-Unis, ils font pareil. Greta Thunberg, elle t'a dit c'est le nucléaire maintenant, parce que Greta Thunberg, elle s'est prononcée pour le nucléaire. The climate issue, are the nuclear power plants the better choice for the time being now? It depends. If we have them already running, I feel that it's a mistake to close them down in order to focus on coal. Donc pour que l'engagement ait vraiment force, j'ai envie de dire, climatique, il aurait fallu le compléter. Après, on remarque que ça ne fait également qu'entériner des orientations qui existent déjà. La France a déjà pris la décision d'augmenter ses capacités nucléaires. Jade va vous interroger. Les Pays-Bas, qui font partie des signataires, ont déjà pris la décision. La Grande-Bretagne a déjà pris la décision. La Chine a déjà pris la décision. Et les Émirats Arabes Unis ont déjà pris la décision aussi. Ça n'empêche, bon, on peut être inquiet pour notre pays et tout, mais d'imaginer... Enfin, quand je revois tous les trucs des années 60, 50, le péril jaune, les Chinois, ils sont des milliards de pauvres. Comment on va nourrir tout... À l'époque, c'était ça, hein, comment on va nourrir les Chinois? Parce que en 90, on disait ça, hein. Même 2000 même. Début 2000, on était encore sur comment on va nourrir les Chinois. Et ben les Chinois, ils vont construire des centrales nucléaires et puis c'est tout. Ils vont se nourrir eux-mêmes, ils auront leur propre énergie. La perspective que les pays qui étaient en voie de développement soient développés et puissent générer leur propre énergie, et qu'en fait, dans le monde entier, il y ait l'énergie à foison, même trop, quasi renouvelable, bah, c'est bien. Ça serait une préoccupation en moins. Est-ce qu'il y a aussi le côté chasse gardée? Est-ce que c'est bien pour la France que les autres pays se développent? Il faudrait qu'ils soient dépendants un peu de notre énergie et tout. Je comprends, hein, il y a on parle de milliards et de milliards, mais bon. Et là, Janko parle avant la destruction de Nord Stream. Ah bon? Le gazoduc russe qui approvisionnait l'Europe. Ah, le fameux... Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Putain, ils ont balancé une bombe. 2 ans plus tard, c'est en Allemagne et en Pologne que se concentrent les investigations. Avec une certitude, il y a eu sabotage. Et une piste privilégiée, un suspect ukrainien a pris la fuite dans des conditions troubles. Nous trouvons étrange que la personne ait été recherchée par la partie allemande, mais que l'arrestation prévue n'ait pas été annoncée et enregistrée dans les autres pays de Schengen. C'est pourquoi cette personne a pu tout simplement quitter le pays, ce que nous trouvons également étrange. Mais voilà, typiquement, la guerre énergétique, comme si... Putain, vraiment, c'est terrible, quoi. C'est vrai que ça rend presque gauchiste, en fait. L'être humain se fait la guerre là où il devrait s'entraider, en fait. La perspective d'une énergie accessible à tous dans le monde entier, dont dans les pays où il y a des milliards d'individus, moi, je trouve ça beau. Ça me fait pas peur comme monde. J'ai pas envie d'envoyer des missiles ou de participer à la guerre. Si on me dit d'aller faire la guerre pour des raisons énergétiques, alors qu'on a 2000 ans d'indépendance énergétique sous nos pieds, j'ai pas envie de faire la guerre. Vous comprenez? Viens, Tang. Viens, on s'aime. Je t'ai préparé du oolong. Oh, merci. Dépose ton arme. On est tous pareils. On boit ça. Du thé. Ensemble. Moi, il est froid. Je l'ai fait n'importe comment, par contre. Mais ça changera, la guerre est dans notre nature. Oui, non, mais je vois le principe. On a envie de se fighter un peu. J'en ai une plus grosse que toi, par contre. Hein, quoi? Non. Ouais, mais moi, je dure plus longtemps. Ouais, mais c'est la circonférence qui est importante. Ah, mais attends, je reprends mon arme, etc. Bon, après, mais on s'engueulera sur d'autres sujets. Bon, on va aller chercher une opinion de gauchiste. Alors, nucléaire. Écologie. Danger. Débat. Débat. Oh. Savez-vous quels sont les premiers gestes à avoir en cas d'explosion nucléaire? Alors non, je ne sais pas du tout quels sont les premiers gestes. Je pense que... D'accord. Il faut éviter les mouvements de panique. Pour lui, tous les mecs qui nous l'ont mis, ce gars-là, là, comme l'avenir présidentiel, ou les gens qui disent qu'ils votent Jean Lassalle. Dis donc, madame, mademoiselle, monsieur, vous étiez d'extrême droite il y a 5 ans. Mais non, je vote Jean Lassalle. Oui, d'accord. Tu votes Jean Lassalle, ouais. Je sais qu'on distribue des pastilles d'iode, avoir à la fois les capsules d'iode. Pour protéger la thyroïde. Ils sont documentés avant de venir. Il y en a qui font le travail. Donc le Parti communiste et Lassalle dans le bal-trou, mais sinon les autres, ça va. Mais à chaque fois qu'il y a des simulations d'accidents, personne n'est réellement au courant
des dispositifs à mettre en place en cas d'accident nucléaire, ce qui nous fragilise terriblement. C'est vrai qu'on n'est absolument pas au courant. Mais on n'est pas au Japon, une éducation zéro, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Par exemple, tu risques de te prendre des coups de couteau, on n'est pas initié à esquiver les coups de couteau. Dommage. Il faudrait savoir. Manger des huîtres, ça marche. Un cachet, t'as dit. Sortez couverts. Il faut mettre le masque. Faut mettre le masque. Et vous, monsieur Macron, vous en pensez quoi? Faut mettre le masque. Arrêter ce catastrophie, c'est le mot nucléaire qui fait peur. Je visitais Tchernobyl et j'ai vu des mognons d'enfants poussés dans des brouettes. Oui. Derrière ce côté, on maîtrise tout, on n'est pas à l'abri du tout d'un incident très grave qui fait qu'il n'y a plus rien qui est maîtrisé, quoi. Je pense pareil de la gauche. Derrière toutes ces apparences sans risque, populaires, on n'est pas à l'abri le moment où ça part en couille. C'est partout. Ouais, c'est vrai que, tu vois, là il y a une explosion dans le 13e arrondissement il y a 2 jours, pour une bonbonne de gaz, je sais pas ce qu'ils foutaient, ils étaient en train de fabriquer des trucs. On n'est jamais à l'abri de rien. Moi, par exemple, j'ai de l'électricité à la maison. Je suis pas à l'abri que ma batterie elle m'explose à la gueule, comme au Liban ou je sais pas quoi, tu vois. Donc ouais, c'est vrai. Et après, ça part, genre t'as le feu, tu sais plus quoi faire, faut que t'appelles les pompiers et tout. Donc ouais, c'est sûr. Mais je me dis qu'en cas d'explosion nucléaire, on est mal barré, quoi. Voilà. Ah bah elle a l'air, vraiment le Parti communiste, elle a l'air complètement à la ramasse. À côté, même la cruche là, de droite, c'est plus intéressant ce qu'elle raconte. Hein. Là, c'est vraiment le niveau 0, hein, le Parti communiste. Hein. Pour ou contre l'énergie nucléaire? Ah, alors là, il y a déjà... Ok, alors, pour que les mecs de droite, contre tous les mecs de gauche, et Jean Lassalle. Jean Lassalle, il en sait rien du tout, apparemment. Putain, ce portrait, quoi. Moi, je suis ni pour ni contre le nucléaire. Je trouve ça dangereux, donc il faut arrêter. Je suis bien. Trouve ça dangereux, donc il faut arrêter. Mais pourquoi c'est dangereux? Qu'est-ce qui est dangereux? Tu dis, il y a eu combien de morts avec le nucléaire, même en comptant Tchernobyl, face au nombre de morts pour l'extraction de charbon ou je sais pas quoi, ça se trouve, t'as des chiffres délirants. Pour 100% d'énergie renouvelable à horizon de 2050 et de sortir du nucléaire à cet horizon-là. Je suis... Ouais, c'est de la croyance en fait. C'est des images d'Épinal. 100% d'énergie renouvelable, propre, contre le nucléaire qui est sale et pas propre. Je suis contre l'énergie nucléaire parce que c'est un risque moral pour l'ensemble de la société. Un réacteur peut toujours exploser. Oui. Il y a eu Fukushima, il y a eu Tchernobyl. Mais il n'a pas explosé Il n'a pas explosé Fukushima, il y a eu une fuite. Il y a 0 mort apparemment. L'accident nucléaire de Fukushima, il y a maintenant 10 ans, n'aurait finalement pas eu de conséquences sur la santé des habitants de la région. C'est ce qu'explique dans un rapport un groupe de scientifiques des Nations Unies. Depuis le précédent rapport de 2013, aucun effet néfaste sur la santé des habitants de Fukushima, pouvant être directement attribué à l'exposition aux radiations, n'a été documenté. Ce rapport précise que s'il y a une forte augmentation du nombre de cancers de la thyroïde chez les enfants, cela est surtout dû à l'amélioration des techniques de dépistage. Je suis pour parce que je ne vois pas comment on pourrait se débrouiller aujourd'hui. Le nucléaire, c'est des déchets pour des centaines, des dizaines de milliers d'années. Il dit ça il y a 2 ans alors que ça fait depuis 75 qu'on sait comment réduire les déchets. C'est ça le problème en fait. C'est pour ça que moi je suis sous-documenté sur plein de trucs et que j'écoute pas trop les politiques. Parce que en fait j'entends des trucs comme ça, j'en sais rien. C'est des affirmations à l'emporte-pièce. Il faut trouver une forme d'énergie, nous y préparer, parce qu'on ne sait pas traiter les déchets. Mais si on sait traiter les déchets apparemment. Le niveau de nos politiciens, mais franchement c'est vraiment... Moi en fait ça me fait même pas marrer, je vais vous dire. J'arrive même pas à sortir de sketch là. C'est trop. C'était il y a 2 ans, c'était pour les dernières élections présidentielles quoi. Je pense que la première des choses, c'est de perdre du temps avec les mensonges, quoi. Ils font perdre vraiment du temps. De sortir tout intérêt privé de ce secteur énergétique. Et là, mais nique ta mère, ça y est, c'est fini. C'est Bill Gates qui va faire... tu veux sortir de tout intérêt privé? Ben, fallait faire du national. Fallait pas faire de manif contre Charles de Gaulle dans ce cas-là. C'est débile. Moi j'ai eu une idée, faut pas laisser au privé, faut que ça soit nationalisé. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est une énergie particulièrement dangereuse. Et puis c'est la question de l'origine du nucléaire, qui est quand même l'extraction de l'uranium dans les pays d'Afrique, comme le Niger. Mais si on utilise les déchets pendant 2000 ans, on n'extrait plus rien. C'est fini.
Donc c'est quand même une ressource qui... Alors que si tu continues au gaz ou à l'éolienne, bon l'éolienne, mais ouais, mais forcément c'est le fantasme aussi. Quand on aura installé 40 millions d'éoliennes, on sera autosuffisant en éolienne juste en soufflant dessus. On paiera des mecs pour souffler. On pourra faire venir toute l'Afrique en France pour souffler. Vas-y Mamadou. Et ça fera de l'emploi, ça créera de l'emploi. On va souffler sur des petits machins. Et vous verrez, ça sera indépendant. Et on aura besoin. Et là, plus il y aura de monde, plus on aura d'énergie. C'est ça le but. Nous avons 2 technologies que nous avons abandonnées, qui nous permettaient... Lui, il en peut plus. Lui, il a regardé le dossier. Il est comme nous, lui. Il a regardé le dossier, il en peut plus, il sait plus quoi dire. Recycler des déchets nucléaires et d'en refaire de l'énergie. Il l'a dit. Ce qui permettait de réduire notre dépendance à l'uranium. Je suis pour retrouver... pour réorganiser ces filières-là. Quelle énergie privilégiée pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre? La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas et donc qu'on ne produit pas. Donc investir massivement, comme je le propose, à hauteur de 10 milliards d'euros par an dans l'isolation des logements. Pour pas consommer. Oui, en soi, ouais, pourquoi pas, ouais. Mais regarde, si on produit de l'électricité, on peut en vendre. Tu sais ce que c'est faire rentrer de la devise? Comme les Algériens qui produisent de l'uranium en tartine, là, en pâte à tartiner. Le Z, c'est le seul qui semble avoir fait le taf. Ouais, franchement, ouais, là, oui. Il y a plusieurs sources possibles. Il y a le mouvement de l'eau, ça donne des hydroliennes. Non, mais arrête, putain, le moulin à eau, ouais. Le moulin à eau, ouais. Arrête. Si, la chaleur du sol. Et puis, il y a l'éolien. Alors, évidemment, à chaque fois, c'est des petites productions. Bah, ça tombe bien, c'est des petits coins qu'il y a autour. On a 1000 km de côte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûr que c'est infaisable. Je suis certain que c'est n'importe quoi, cette histoire. Et en ce qui concerne la biodiversité, là c'est pareil, ça a été documenté, les biologistes vous disent le nucléaire c'est mieux parce que ça demande, en gros il faut 10 fois plus de métal, 10 à 50 fois plus de métal, ça dépend du métal, pour exploiter une énergie diffuse comme le vent ou le soleil, que pour exploiter une énergie très concentrée comme le nucléaire. Donc par kilowattheure, il faut 10 à 50 fois plus. Il faut 1000 fois plus d'espace. 1000 fois plus d'espace pour faire de l'électricité avec du solaire qu'avec du nucléaire. Pour arriver à la même puissance. Pour arriver à la même quantité d'électricité produite dans l'année. 1000 fois plus d'espace. Tu mets 5 grosses usines, 14 usines concentrées, en volume comme ça, correct, bien entretenu, full budget. Tu nourris la planète entière en électricité et tu consommes l'intégralité de tes déchets. Non, faut qu'on transforme le territoire français en parc éolien, je sais pas quoi. Ça sent la douille. Avec des moulins à eau partout. De toute façon, le modèle PIB en contraction avec l'économie, donc effectivement, il y a un bug quelque part. Non, mais franchement, c'est bizarre. Ouais, il faut des milliers d'hectares, j'ai l'impression. Hein. Ça a l'air de... En tout cas, moi, c'est le premier truc qui me vient en tête. Au Moyen-Âge, on utilisait ça, bien sûr. Il n'y a pas de problème, au Moyen-Âge. Est-ce qu'on est au Moyen-Âge? Non. Fini. Ça veut dire que des machines qui s'appuieraient sur le mouvement de la mer, la houle, le mouvement le chaud en haut, le froid en bas, on fait tourner des machines du chaud au froid. Il y a une puissance énorme. C'est l'hydraulique, c'est la géothermie, c'est la biomasse, c'est le photovoltaïque, c'est l'éolien. Mais a priori, c'est pas bon par rapport à notre consommation. Ça vise la décroissance. En fait, il vise la décroissance vraiment, quoi. Il l'a dit, Jean Covici, je voulais pas montrer le moment, mais en fait, il dit il faut du nucléaire à partir du moment où on veut vivre à notre train de vie. Sinon, on peut penser décroissance. Et, comme il est chez les gauchistes, il dit et baisse du pouvoir d'achat. Si on est capable d'accepter la baisse du pouvoir d'achat, en parlant gauchiste, ouais, on peut partir sur l'éolien. Aujourd'hui, pour faire un système éolien et solaire, un réseau électrique avec de l'éolien et du solaire, vous avez besoin de fer, vous avez besoin de cuivre, vous avez besoin d'or, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'étain, etc. Rien de tout ça ne se trouve en France aujourd'hui. Donc, réfléchir à 50 ans, ça demande de postuler sur qu'est-ce qui restera de la mondialisation, par exemple, à ce moment-là. Est-ce qu'on aura toujours la facilité à importer en grande quantité? Bon. Et aujourd'hui, ces exercices ne sont pas faits. Que ces scénarios, ils empilent. Et donc, ils postulent en gros, en hypothèse exogène, qu'on va avoir de plus en plus de moyens, avec de moins en moins d'énergie, ce à quoi je ne crois pas. Et je vais quand même insister sur un point. J'ai toujours dit que le nucléaire, ça ferait 5% du chemin. J'ai jamais dit autre chose. Hein. D'accord. D'accord. Okay. Le 95% du chemin, ça va être des efforts absolument massifs de sobriété et ça va être repenser l'articulation ville-campagne, avoir une structure de métier totalement différente, avoir une consommation matérielle qui va baisser, avoir des... Enfin, c'est ça, 95% du chantier. Moi, je veux en fait, c'est ça que je veux. C'est qu'on m'explique. Parce que là, pour l'instant, la seule explication
qu'on a eu de pourquoi on a abandonné ce projet Phoenix et autres machins, c'est ils ont eu peur à cause de Tchernobyl, ils ont vu à la télé que ça faisait peur, donc ils ont arrêté. Après, ils ont vu Fukushima, ils ont eu peur. D'accord, donc en fait, ils ont regardé la télé, ça leur a fait peur. Et pour des raisons électorales, on a abandonné des centrales. Mais c'est de la merde, c'est pas un projet de vie. Je veux dire, c'est pas un projet de vie que de regarder la télé, d'avoir peur et de voter pour le premier qui raconte n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on pense un avenir, en fait. Spectre d'énergie renouvelable qui nous rendra totalement souverains du point de vue de notre énergie, totalement indépendants, et puis franchement, dépendre du soleil, du vent ou de l'eau, c'est quand même plus sympa que de dépendre de Poutine, des pétromonarchies du Golfe ou du gaz de schiste américain. Ces effets d'annonce de merde. Je vous montre comment ça marche les déchets nucléaires. Quand on dit nous produisons des déchets qui ont une durée de vie de 10 000 ans, quand on sait que le temps qui nous sépare de l'invention de l'écriture, c'est 5 000 ans dans le passé, dans quelle langue vous écrivez « attention, danger ». Un des arguments qui sort le plus souvent, effectivement, contre le nucléaire, c'est les déchets nucléaires. Et très franchement, je comprends pas ça. Dès l'origine, le CEA et EDF se sont préoccupés non pas uniquement de produire de l'électricité, mais de maîtriser ce qu'on appelle l'ensemble du cycle nucléaire, de la mine d'uranium jusqu'à la gestion du combustible usé. Deux stratégies sont opposées. La première, pour faire simple, américaine, qui est de dire je les mets en stockage et je verrai bien. La seconde, européenne, japonaise, qui est de dire je mobilise les meilleures technologies disponibles pour transformer ce combustible usé en un produit stable dans la très longue durée. Version américaine, version Bill Gates, bas les couilles, et il y a la version franco-japonaise. Vous avez déjà conduit une voiture japonaise? Sans sécurité. Ben là c'est pareil avec le nucléaire. Ils ont déjà un site de stockage qui existe en surface, dans des alvéoles qui vont être étanchéifiées à la fin. Donc il n'y a pas de difficulté à gérer ça. C'est même pas une installation nucléaire. Ça a beau contenir des milliers de mètres cubes de déchets radioactifs, il y a tellement peu de radioactivité que c'est pas une installation nucléaire. Ensuite, on a les déchets de faible et moyenne activité à vie courte, on les regroupe ensemble. Deux sites de stockage, un qui est plein depuis 1994, qui est dans la Manche, en surface, de même manière. Hein, c'est des empilements qui sont ensuite recouverts d'une membrane de terre pour l'étanchéité, et qui sont surveillés. Donc un dans la Manche qui est fermé depuis 1994 et... Si vraiment il faut juste ça pour l'étanchéité, je sais pas si on peut appeler ça dangereux, hein, je suis désolé. Hein. Enfin c'est dangereux je veux dire, mais si c'est que ça... Bon, après le paradoxe, hein, c'est avoir peur du nucléaire et des déchets nucléaires tout en ayant la 5G allumée sur l'oreille toute la journée, tu sais au bout d'un moment... Puis il reste voilà, quelques pourcents des déchets de moyenne et haute activité à vie longue, qui regroupe par contre 99,9% de la radioactivité du total. Donc tout le problème, vraiment le vrai enjeu de sûreté nucléaire, de radioprotection, d'environnement, de génération future, ce sont ces 3% du volume total. Est-ce que vous avez entendu? Je vous le répète parce que c'est important. Sur tous les déchets nucléaires, les plus dangereux, c'est 3%. Par contre, ils sont très dangereux. Mais c'est un volume de 3%. Et on parle de 3% des années 50 jusqu'à maintenant, des années 60 jusqu'à maintenant. Donc, c'est faible. En termes de quantité, et là vous allez voir, ils savent comment le traiter. Et en plus, on pourrait les consommer encore. Vous pouvez voir ici rassemblée la totalité des déchets nucléaires produits depuis le début de cette industrie en France. Ok, donc depuis les années 60, c'est ça. Une bonne grosse pyramide de déchets. Faut pas oublier que les nucléaires, ce sont des minerais dans le sol à la base, donc il y en a partout. Genre le massif central est radioactif, les déchets ce n'est que le déplacement de la radioactivité, et la concentration j'imagine. C'est contre-intuitif de dire ça, et ça choquera probablement certaines personnes, mais l'aspect déchet, pour moi, est un avantage du nucléaire par rapport notamment au combustible fossile. Mais ça c'est vrai. Enfin, je veux dire, l'extraction de l'essence, ça va être déjà de l'exploitation des sols, de la pollution en soi, de l'exploitation parfois, donc même pour le nucléaire ou quoi, de peuples qui n'ont rien demandé, ou peut-être d'ailleurs ils pourraient demander. C'est juste que c'est mal négocié, mais ce que je veux dire c'est que ça pourrait être bien aussi, ça pourrait être un commerce externe et interne qui pourrait être très intéressant. Mais je veux dire, il y a de l'exploitation, il y a de la pollution en fait, dans le transport, dans plein de trucs. Donc, on le voit même avec les éoliennes qui explosent ou je sais pas quoi, c'est de l'exploitation aussi. Pour construire 40 millions d'éoliennes comme ils le veulent, qu'est-ce qu'on extrait comme type de métaux? Parce qu'il faudrait qu'on se pose cette question-là aussi.
chez qui on va chercher le métal? Parce que si c'est en fait pour construire des éoliennes de gauche, dont le métal est en fait l'exploitation de l'Afrique, on va pas s'en sortir. Donc là, quand on relativise, oui, ça n'a pas l'air d'être grand-chose. Dans tous les pays qui font du nucléaire, en fait, c'est de devoir mettre en place une solution qui se passera complètement d'intervention humaine. Le stockage géologique, l'enfouissement dans des roches à grande profondeur, dans des formations géologiques de... Même plus besoin de payer des mecs qui se mettent en danger. On va robotiser le stockage. Roches qui sont capables de confiner les matières radioactives suffisamment longtemps, juste par leurs propriétés géologiques, mécaniques, chimiques, pour que l'humanité n'ait pas besoin, une fois que le site est rempli et scellé, de s'en soucier. Il y a 2 écoles, en gros. L'une, c'est de stocker dans du granit, et dans ce cas, on va mettre les déchets dans une sorte d'enveloppe de cuivre qui résiste à la... Et j'espère qu'on va pouvoir aller les récupérer, hein. Parce que là, c'est la grotte des pharaons, là. J'espère qu'on va pouvoir aller les reprendre. Parce que là, on les a foutus dans la roche ou je sais pas quoi. J'espère qu'on va réussir à aller rechercher ça. Hein. Parce qu'il y en a pour 2000 ans d'indépendance là-dedans. Ce qui est évidemment inquiétant, c'est que ça fait appel à des notions qui sont des notions peu compréhensibles, qui sont qu'on va mettre des choses dans la terre qui est sacrée, que ça ressemble un petit peu à un cimetière, que derrière on convoque Eros et Thanatos. Voilà, oui, donc c'est des pures images d'Épinal. En fait, les gens, ils ont peur parce qu'ils ont peur. On a éteint la lumière, quoi. Tu peux rallumer la lumière, papa? Non, faut que t'apprennes à dormir. Il n'y a pas de monstre sous le lit. Il y a des déchets nucléaires. Il y a des déchets nucléaires sous le lit. Non, il n'y a pas de déchets nucléaires. Rallume la lumière, s'il te plaît. Macron, allumez la lumière. Non, il n'y a pas de déchets. Ils vont manger. Les déchets nucléaires, ils vont manger. Non, ils vont pas te manger, les déchets nucléaires. Mais c'est le pire, c'est que le moment où j'étais le plus anti-nucléaire dans ma vie, c'était enfant et donc à l'âge adulte. Et ça appelait vraiment à des craintes infantiles. On m'avait transmis à l'école primaire de gauche, parce que c'était une école primaire de gauche, une peur infantile, justement de cet enfouissement dont il parle, et c'est vraiment bien dit, il a l'air super ce documentaire. Hein. Et ça faisait vraiment appel à des peurs du gouffre, de cette idée qu'on s'en sortira jamais, qu'on va mourir quand j'aurai 60 ans, je verrai mes petits-enfants mourir, fondre, etc. C'était des images qu'on avait réussi à m'implanter dans la tête. Le truc, c'est que la peur est un puissant vecteur de mobilisation politique. Mais je suis d'accord, Antoine. Mais donc, du coup, c'est pour des raisons électorales. On commence à s'en approcher. Parce que quand tu prends un mec raisonnable qui connaît le dossier, il dit, en gros, si on a peur, c'est juste parce qu'on a peur. C'est de la folie. Bien sûr, de discours des scientifiques, et les scientifiques ils sont démunis, et puis certains jouent là-dessus, et font peur. Ah, mais il le dit. Et voilà, puis c'est facile d'avoir peur. Hein. Donc, avec ça, on n'arrive pas à prendre des bonnes décisions. Bah oui. Nous n'avons pas de solution. Oh putain, mais il est super bien. Regarde, ELV, les gauchistes. T'as les colos qui passent chez Mediapart pour faire peur. Nous n'avons pas de solution aujourd'hui pour les déchets nucléaires. Putain, mais la grosse... Ça doit rendre fou les gens de science. C'est pour ça que je voulais pas m'orienter dans la science. Je suis déjà assez fou comme ça, en tant qu'artiste, et en comprenant rien au monde. Des fois, il vaut mieux pas savoir, quoi. T'imagines, t'es scientifique, tu connais le truc. Non seulement tu sais que tu peux réutiliser les déchets nucléaires pour avoir 2000 ans d'électricité gratuite, mais en plus tu sais que l'enfouissement de ces déchets, il n'y a pas de problème, et t'as un politicien qui débarque et qui dit « les scientifiques, on sait très bien qu'on sait pas quoi en faire. » Mais on sait quoi en faire. Depuis 1960, on sait quoi en faire. Si je reste sur la France, mais c'est à peu près applicable partout, sur les déchets hautement radioactifs, c'était le temps où on les produisait en les gardant temporairement de manière sûre, mais en disant « on trouvera plus tard une solution ». Donc à l'époque, les écologistes, à juste titre, disaient qu'on ne faisait rien, qu'on gérait pas, on les gérait mais à court terme en tout cas. Mais il est bien, mais c'est trop bien comme documentaire. Donc fut un temps, ils avaient raison, les écolos. C'est bien ça. Pas les déchets, qu'on allait les laisser aux générations futures, donc les nôtres, hein, qu'on récupère aujourd'hui. Et tout cet argumentaire... Et bah du coup, on s'en a occupé. À l'époque, ils disaient, on va laisser ça aux générations futures. Les générations futures, c'est moi. J'adore Nintendo, Pokémon et tout. Et ben je m'en occupe. Vous en faites pas, je m'occupe de tout. Par contre, arrête de parler maintenant. C'est moi qui m'en occupe. Toi, tu prends ta retraite. Moi, je joue à Pokémon le soir. Et le matin, je me lève, hop, je m'occupe des déchets. Et j'ai trouvé la solution. Et aujourd'hui, qu'on propose une solution scientifiquement validée, leur argumentaire est bien mis à mal. En fait, c'est pas... Ils peuvent pas admettre cette solution.
et maintenir leur discours tel qu'il a toujours existé. Ah. Donc aujourd'hui, les antinucléaires ont reviré et eux proposent ce que j'évoquais avant, l'entreposage longue durée. Donc les garder en surface, là où on les surveille, là où on les gère mieux, mais non, là c'est où il y pas a vrai. moins d'incertitude, le moins d'irréversibilité. Arrête. De génération en génération. Mais non. C'est pas vrai, ce qu'il vient de dire. Jusqu'à présent, tout ce qu'il a dit, c'était vrai, visiblement. Et mesuré. Donc c'est un homme de confiance. Est-ce qu'on continue à lui faire confiance? Et on part du principe que les écolos, qui étaient contre le fait de l'entreposage en extérieur, sont maintenant pour? Donc c'est des fils de... Ou est-ce qu'on se dit non, là il ment? C'est trop. Parce que, en fait, vous êtes d'accord, il y a une énorme propagande sur l'écologie en ce moment. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme si on essayait de nous dire qu'il fallait qu'on réduise notre niveau de vie pour des raisons écologiques. Donc moi je veux bien, j'ai toujours dit mais moi je veux bien. Mais attendez les mecs, est-ce que vraiment on en a besoin? Si c'est non, qu'ils aillent tous se faire enculer. Et là j'ai l'impression qu'on m'a menti. Depuis tout petit. Mais lorsqu'on en est à sortir vraiment des choses qui sont scientifiquement largement contredites, typiquement le on ne sait pas gérer les déchets alors qu'il y a un consensus mondial sur le principe du stockage géologique. Ah oui, là, ah ouais, bah, donc les consensus scientifiques c'est quand ils veulent en fait. Le GIEC dit qu'il faut qu'on réduise nos émissions de gaz au CO2, mais il y a un consensus scientifique. Le Covid-19, mais il y a un consensus scientifique. Alors là, tu leur dis, bah, regardez, il y a un consensus scientifique, il faut mettre les déchets dans la terre. Oh non, on sait pas quoi en faire. Putain, mais putain. Donc quand on me répète, on ne sait pas gérer les déchets, on va les léguer aux générations futures, il vaut mieux les garder en surface, et donc les léguer aux générations futures. Il parle un peu comme Ram. J'ai tendance à lui faire confiance, le mec. Là, oui, je deviens fou. Consensus sa mère, ouais. La question n'est Ah, il devient fou, lui aussi, il a dit. Attendez. Et donc les léguer aux générations futures. Là, oui, je deviens fou. Ah, il devient fou. Bah, c'est bon, c'est un vrai, c'est un meilleur. Ouais, je suis sûr qu'il est dans le chat, là. T'es dans le chat ou pas, Tristan? Il est dans le chat ou pas? Il paye 30% pour ça? Il a la solution. Et on lui ment à la gueule alors qu'il est écolo. Mais t'es pas écolo, toi. T'es une salope du pouvoir. Non. Je suis la génération future. C'est moi. J'ai trouvé la solution. On y a un consensus scientifique. Mais salope, tu travailles pour les usines nucléaires. Mais je travaille pour les usines nucléaires pour trouver une solution. PD. Là, je deviens fou. C'est vrai, j'ai pris tout l'argent. C'était mon collier. Pourquoi? Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que la vidéo vous plaît. Ça me permet d'en profiter pour vous dire que Teddy fait 3 lives par semaine sur Patreon. On y est bien, parole de Raymond. Et maintenant, vous pensez que la vidéo est finie? Eh bien non, on va pas vous laisser sur votre faim, parce que notre cher Teddy Boy va tomber sur un nouveau champion du monde. Critère commun de l'effondrement. Alors voilà, ah mais voilà, c'était là que je l'avais vu lui. Oh, c'était en 2019. Il nous avait blindé la tête sur internet dans l'idée de l'effondrement. Il avait dit ouais, ça va être l'effondrement. Au secours, l'effondrement. Des millions de réfugiés sur les routes, peut-être vous, peut-être moi. Et puis des femmes, des hommes et des enfants, des générations présentes, dans le malheur et la souffrance. Mais avant ça, ce sera des pénuries alimentaires, des pénuries de carburant, d'électricité, d'eau potable. Ailleurs dans le monde, les armées de nombreux pays s'y préparent. Je pense qu'on va vers des risques de... Génocide, c'est un mot qu'on lâche dans tous les sens, mais en tout cas des risques de violence extrême, surtout dans les villes, mais un peu partout dans le monde, avec des gros problèmes. Moi, je crois que les grandes villes en Europe, Paris, notamment Londres, etc., ça va être des boucheries. Ah putain, vite, on va mourir. Le collapse, les collapsologues. En 2019, ils avaient découvert le concept de survivalisme, mais moins de droite. Ils avaient appelé ça la collapsologie. Maintenant, c'est bon, ils sont passés à autre chose. Et ils ont eu une sueur froide, les gauchistes. Ils se sont dit, on va tous crever. Et il a fait partie de ça. Ouais, on va tous crever avec les yeux exorbités. Bon, bah déjà, on n'est pas mort. Alors, c'est quoi tes solutions? Bah ouais, mais tout est plus complexe que ce qu'on croit. Hein. Non, mais ça risque d'être assez le bordel quand même. Et ça, il faut s'y préparer, je pense. Et ça, faut s'y préparer. Et je dis ça, je mets mon genou dans le champ de la caméra, hein, parce que je suis un gauchiste. Donc il faut que je m'assoie en tailleur sur une chaise. Hein, parce que ce que je dis est très profond. Une bonne boucherie sociale à l'ancienne. Question d'internet. Comment gérer le nucléaire, ses déchets et infrastructures dans un monde qui s'effondre? Bonne question. Ça, c'est... Il n'y a pas que les déchets dans le nucléaire, en fait. Il y a les centrales, carrément.
Les piscines aussi. Bah, les piscines, les centrales. Non, mais les réacteurs. Oh, mais non! Vous avez compris? En fait, ils sont contre le nucléaire parce que en cas de fin du monde, ça va exploser. Si c'est Walking Dead, c'est dangereux les centrales. Alors c'est un peu vrai. Genre s'il y a une coupure d'électricité, etc. Mais j'ai envie de dire, si c'est Walking Dead, c'est fini. C'est mort. De toute façon, avec ou sans radiation. S'il y a une crise économique majeure et que c'est l'effondrement, mais c'est là d'où ils ont... Non mais d'où ils tirent leur peur du nucléaire. C'est si jamais tout s'arrête. Mais si vous voulez vous tirer dessus, faites-le. Je pense qu'il y aura des mecs comme nous, on va continuer à bosser. Parce qu'en fait, il faut 2 heures pour éteindre un réacteur. Il faut 4, 5, 6 mois pour le refroidir. Et pendant ce temps-là, il faut de l'énergie. Il faut des ingénieurs qui viennent, il faut des voitures pour les ingénieurs. Et du coup, s'il y a une rupture... Il faut des routes, il faut la paix sociale, enfin, voilà. La paix sociale, c'est pas avec Mélenchon qu'on va l'avoir, a priori, donc oui. Mais s'il y a un blackout, du coup, il y a des pompes. Les centrales ont besoin d'électricité, et puis elles ont des pompes de sécurité des groupes électrogènes. Spécial Tsunami au Japon. Ouais, qui marche super bien d'ailleurs. J'imagine qu'il y a de l'électricité de survie, au moins pour un mois, ou une connerie comme ça. Et même, là, on parle d'un collapse de plus d'un mois sans électricité, les gars, putain! On sera déjà tous égorgés le jour où ça va arriver. Si ça devait arriver. Là, il faut la paix sociale. Tu connais les méthodes pour faire la paix sociale? C'est pas en s'asseyant comme ça sur sa chaise, déjà. On a demandé à des ingénieurs, avec Gauthier Chapelle et Raphaël, des ingénieurs du nucléaire, on n'a pas encore trouvé la réponse. Si jamais il y a blackout électrique et rupture d'approvisionnement pour les groupes électrogènes. Pas prévu. Toi, t'as pas la réponse. Mais eux, ça se trouve, ils l'ont. Mais si jamais il y a blackout, il dit à des professionnels du nucléaire, ça va exploser ou pas? Le professionnel, il dit non. Et si jamais il n'y a pas approvisionnement des pompes? Non, il y a... Et si c'est les deux en même temps? Tu fais chier, Pablo. Rentre chez toi. Ça fait 50 mails que je t'écris. Va écrire ta merde. J'en ai marre de répondre à tes questions. Ah, on n'a pas la réponse. Voilà, on va faire comme ça. On n'a pas la réponse. Et si jamais il y a un trou noir, en même temps, il y a l'explosion de la planète, qu'est-ce qui se passe? Bah la planète, elle a explosé. Ouais, mais comment... Vous l'avez prévu ce coup-là ou pas? Non, écoute, Pablo. S'il y a une explosion de la planète, c'est fini. Ok? Ah mais... Vous nous protégez pas, du coup. Je suis pas ton père. Et même ton père, il peut pas te protéger contre ça. Il faut que tu comprennes quelque chose. T'es un adulte, tu fais face au monde. Le monde, il y a des dangers. Les dangers, tu dois les accepter. Tu dois y faire face. Seul. Et tu dois protéger tes enfants. Tu comprends? C'est fini. Tu veux des réponses? Réponds. Travaille. Ok? Tu veux des solutions? Trouve les solutions. D'un moment, on va pas faire le travail à ta place. Moi, j'ai vu qu'il y avait des problèmes. Je vais en écrire un livre. Très bien. C'est ballot. Alors, s'il y a un ingénieur qui nous écoute, s'il a la réponse, je suis très friand. Eh ben, ça se trouve, il y a une réponse dans les commentaires. Il y a un commentaire. Donc, on va le lire. J'ai envie de dire plusieurs choses. Si on fait face à un effondrement extrême... Il y a une réponse. Il y a un seul commentaire. J'ai envie de dire plusieurs choses. Si on fait face à un effondrement extrêmement rapide, au point qu'on ne puisse même plus gérer correctement les centrales à refroidissement, plus de routes, plus de voitures, plus personne d'assez dévoué pour faire son boulot, autant dire que face à l'effondrement de notre niveau de vie, l'absence d'accès à la médecine, l'insécurité alimentaire satisfaisante, l'irradiation qui en résultera, dans le pire des cas, augmentera de X% le risque de cancer de 30 ans. Franchement, ça sera le dernier de nos soucis, quand on n'aura même plus de quoi manger pour la semaine. Voilà. Je crois que c'est un commentateur de Teddy BRSA en plus, Ritroll. Le nucléaire, en apportant une énergie abondante, relativement bon marché et décarbonée, diminue le risque d'effondrement. Voilà, merci. Donc, s'en séparer, c'est prendre le risque justement de cet effondrement. Et ensuite, le troisième qu'il a à dire, c'est le déchet nucléaire, une fois enterré, n'ont plus besoin d'être surveillés. Donc, il n'y a plus besoin d'investir de l'argent. Bah, tu l'as la réponse. Et pourtant, t'es repassé à la télé 5 ans après pour redire tes conneries.
Vous avez énormément travaillé, Pablo Servigne, sur une peur, la peur de la fin du monde, la peur de la catastrophe climatique. Et cette peur-là, on vous a reproché d'en faire quelque chose comme si vous aviez un discours de prophète de malheur, un prophète d'apocalypse. Là, vous essayez de sortir de cette logique-là pour en faire quelque chose de positif. Toujours, ouais. Moi, j'ai toujours essayé de faire quelque chose de positif depuis le début. Quand Moi, on si annonce l'apocalypse, en général, j'annonce pas l'apocalypse, je dis qu'il y a des problèmes et que si on est, ma croyance, c'est que si on est nombreux à les comprendre, on pourra ensemble faire en sorte de résoudre ou d'atténuer les souffrances et voilà. Donc la question de la mort globale, la mort de la société, la mort culturelle, la finitude de notre société, elle fait hyper peur. Mais c'est comme la mort, c'est une peur qu'on aura toute la vie qui est très profonde. Donc ça fait hyper flipper nos suricates. Et bah du coup, pour l'instant, rien s'est effondré, Pablo. Rien. Donc vous nous faites chier avec vos annonces de merde. Tu nous stérilises, tu nous pètes les couilles. Toi et tes potes, là. De droite et de gauche. Le politique, il est designé pour quelques années. Pour la prochaine élection. Le ramassage des ordures. Voilà. Et là, on parle de gestion à plusieurs dizaines, centaines, milliers, millions d'années. On parle pas de millions d'années. Il y a centaines. Mais c'est c'est fou, ça s'appelle l'ingénierie. Oui, c'est fou, hein. Les mecs, ils ont fait un calcul, et le calcul, il a l'air d'être bon. Toi, t'y crois pas, parce que t'es un con. Moi, quand je suis pas professionnel, je ferme ma gueule, j'écoute les professionnels, j'écris pas des livres pour dire que les professionnels, c'est des cons. Une stabilité politique sur 100 000 ans. Ouais, non, mais c'est un niveau. Putain, mais les mecs, mais c'est avec ça qu'ils vivent. Après, moi, je m'écoute Mélenchon, on arrête le live. Hein. Mais je veux entendre Mélenchon sur le sujet. Parce que du coup, c'est leur image d'Épinal. C'est leur trauma. Maintenant, regardez, j'ai bien fait de prendre le temps. En fait, la conclusion de la question « A-t-on 2000 ans devant nous de nucléaire ?» Apparemment, c'est oui, même si on n'a pas répondu pendant le live, on n'en a pas les preuves. Peut-on gérer? Ça a l'air d'être oui. Qui nous l'a interdit? Les putains de gauchistes. Pourquoi? Parce qu'ils sont traumatisés depuis 2018? Parce qu'ils croient qu'il va y avoir un effondrement? Pourquoi Macron, qui a séduit les gauchistes avec de l'éolien, a supprimé des centrales nucléaires? Pourquoi il a dû faire des jeux de jambes pour les séduire? Parce que ces abrutis ont découvert Internet, et sur Internet, ils ont découvert les théories complotistes collapsologiques d'effondrement, et ils ont été atteints d'une fièvre médiatique de peur de l'avenir. De la merde. Et on l'a entendu de bout en bout. Ils réfléchissent par la peur, pour la peur, et leur réponse c'est vite, 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 n'importe quoi. Il y a des gens qui leur disent, on a des projets à long terme. Non, faut que ça soit court. C'est trop tard, 2035. On est mort en 2035. Non, on n'est pas mort en 2035. Si, faut une réponse maintenant, là, vite. Vite, non, maintenant, vite, 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 vite. Non, mais même si c'est trop tard, faut prendre le temps. C'est une des raisons supplémentaires que nous amenons dans le débat pour dire il faut arrêter le nucléaire. Il y a 6 ans, faut arrêter le nucléaire. Nous remercions ceux qui, croyant bien faire, l'ont installé si vite, si bien. Nous ne leur jetons pas la pierre. Ah, merci, hein, Général de Gaulle, on ne jette pas la pierre. Hein. T'as fait de la merde, mais t'inquiète, nous on sait ce qu'on va faire. Mais il faut arrêter, c'est dangereux. Dans ce mandat présidentiel, 19 réacteurs arrivent au bout de l'existence qui était prévue pour eux de 40 ans. Okay. Le grand carénage coûtera entre 100 et 150 milliards pour refaire... Ah, ils aiment pas quand on touche au porte-monnaie. Hein. C'est toujours des histoires d'argent. Hein. Ah, vous êtes pingres. Le catholicisme zombie, on dirait des vieux cathos avec leur petite bourse, là. Ça coûte cher. Mais ça a rapporté combien, putain? Ça coûte 100 milliards de les fermer. Je voudrais que tu fasses un calcul sur Internet et que tu m'aides à voir plus clair par rapport à ça. 19 réacteurs nucléaires en France depuis les années 60 ont rapporté combien en vente d'électricité à l'étranger? Approximativement. En moyenne, les exportations d'électricité nucléaire rapportent à la France environ 3 milliards d'euros par an. Ce chiffre est dû à la production d'électricité à bas coût, rendue possible par l'importance de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français. Okay. 3 milliards d'euros. Alors, attention, c'est sans compter le fait que nous, on a de l'électricité pas chère. C'est 3 milliards. Hein. Ça me paraît pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. 3 fois 60, quoi, en gros.
Ça fait 180 milliards en export. Donc si ça coûte 100 milliards de réparer quelques machins, bon, à la limite, on est rentré dans nos frais. Et on compte pas les bénéfices pour les Français dedans. Et on compte pas non plus le fait que si on avait des réacteurs nouvelle génération, on produirait 3 fois plus et qu'on aurait une indépendance sur 2000 ans. La même somme nous permettrait de passer aux nouvelles énergies, aux énergies renouvelables. 140 milliards pour complètement passer. Je sais même pas qui pourrait répondre à ces questions, même ChatGPT il peut pas. Excusez-moi, mais il faudrait demander combien ça coûte, ne serait-ce qu'une éolienne, faut faire des comparatifs et tout. 140 milliards, tu mets 140 milliards sur la table. Et tu passes au tout électrique éolien. T'es sûr? Ça me paraît énorme, ça me paraît être de la vente de merde. S'y mettre maintenant. Sinon, on va continuer la cohue des menteurs et des tricheurs qui viennent nous annoncer qu'on va réduire dans le mix énergétique à 50%. Ils ne vous disent pas si pendant ce temps, l'énergie, elle ne monte pas plus haut, c'est-à-dire si on n'a pas besoin de davantage. Bah si, puisque vous voulez le tout électrique. Il y a besoin de davantage d'électricité. Je déteste, je supporte pas les effets de manche, je supporte pas. Une éolienne, c'est même pas 10 ans de durée de vie, ouais. Bavardasse. Mais oui, ça coûte combien une éolienne? Mais ça coûte cher. Ça coûte combien une éolienne? Ça coûte combien d'installer une éolienne? En général, petites éoliennes destinées à un usage domestique. Leur coût se situe entre 10 000 et 50 000 euros pour des puissances allant de quelques kilowatts à environ 20 kilowatts. Ça, c'est pas cher, 50 000 balles. On va en faire beaucoup des éoliennes, là. Combien il faut installer de grosses éoliennes à 50 000 euros pour faire un équivalent d'une seule centrale nucléaire en production d'électricité par an? En supposant qu'une éolienne produit environ 2 gigawattheures par an, il faudrait environ 5000 éoliennes pour produire l'équivalent de la centrale nucléaire. Cependant, le coût d'une éolienne standard, 2 à 3 mégawatts, est beaucoup plus élevé que 50 000 euros, se situant plutôt autour de 1 à 2 millions d'euros. Ah! Ça coûte 1 million! Il faut 5000 éoliennes de 1 million d'euros. Ah merde! Pour une centrale. 5 milliards. 5 fois 50, bah c'est 250 milliards. Il y a quand même 100 milliards de différence. Et je me souviens de François Hollande faisant un discours extrêmement satisfait de lui, comme d'habitude, et qui annonçait une production en mégawatts qu'il envisageait d'installer, sans se rendre compte que les chiffres qu'il était en train d'annoncer étaient inférieurs à ceux qui avaient été prévus. C'est vous dire le degré d'impréparation. Enfin, il a lancé il a lancé l'idée de sortir du nucléaire aussi, lui, donc... L'Allemagne a une production d'électricité venue du nucléaire de 22%, nous c'est 75%. Donc on ne peut pas se mettre dans la même échelle de temps. En revanche, réduire la part du nucléaire dans notre propre production d'électricité, ça c'est absolument nécessaire. Je propose qu'à l'horizon 2025, c'est-à-dire à peu près un horizon comparable à celui des Allemands, nous ayons diminué de 75% à un peu plus de 50% la part du nucléaire. Des élites de ce pays. Mais tu mens. Toi aussi t'es pas préparé. Toi t'es préparé à mentir, toi, tout le temps. Ah bah, les propos de Mélenchon sont fallacieux. Il y a le plus grand danger à utiliser l'énergie atomique, car si elle est sûre les 3/4 du temps, le quart qui reste, elle est définitivement mortelle. Mais c'est nul! On l'a vu! C'est mortel de rien du tout. C'est mortel, c'est même pas équivalent à un barrage hydraulique qui craque. Il écrit. Le barrage qui s'est effondré en 1975 en Chine, le barrage de Banqiao, est l'un des pires accidents liés à une infrastructure dans l'histoire moderne. Lors de sa rupture, causée par des pluies torrentielles et des erreurs de gestion, environ 26 000 personnes sont mortes directement à cause des inondations. 26 000 personnes mortes à cause des inondations? Un nombre total de victimes de 240 000 morts s'en est suivi à cause de la famine. Wouh! Énergie renouvelable. Oh! On peut estimer à combien de morts à cause du nucléaire, des réacteurs, etc. Pas les bombes, hein. Juste les réacteurs nucléaires. Il y a combien de morts en tout depuis le début des plans nucléaires? On va aller au bout. L'estimation des morts directement liées aux accidents nucléaires depuis le début de l'ère des réacteurs civils est assez faible comparée à d'autres sources d'énergie. Ah bah il le dit.
Tchernobyl, 1986, Ukraine, l'accident le plus grave. Environ 31 morts directs ont été 31 confirmés dans les mois suivant l'explosion, principalement des travailleurs et des pompiers qui ont été exposés à des doses massives de radiation. Cependant, 31 les estimations à long terme concernant les décès dus au cancer induit par les radiations varient énormément, allant de 4 000 à 60 000 voire plus selon les études. 60 000 c'est beaucoup. Certains rapports très controversés évoquent même jusqu'à 200 000 décès potentiels dus au cancer à travers l'Europe sur plusieurs décennies. De Fukushima, 2011, Japon, cet accident n'a causé qu'un seul décès directement attribué aux radiations. Cependant, le stress et les conséquences de l'évacuation ont entraîné plus de 2300 morts indirectes, principalement liées à des conditions médicales aggravées et à l'isolement des personnes âgées. Moins que le tsunami lui-même, quoi. Three Mile Island, 1939, États-Unis, aucun décès direct n'a été signalé. Les études n'ont trouvé aucune augmentation notable des taux de cancer dans la région. Il y a un peu de la douille là. 0, ça fait beaucoup. Depuis la mise en place de l'énergie nucléaire, on estime que quelques dizaines à quelques milliers de morts sont directement liés aux radiations des accidents de réacteurs, en fonction des modèles utilisés pour estimer les impacts à long terme, en particulier pour des événements comme Tchernobyl. Les propos sur la dangerosité de l'énergie atomique sont tout bonnement fallacieux. Avec plus de 2000 années d'exploitation cumulée de tous les réacteurs que l'on a sur le territoire, il n'y a eu aucun accident majeur lié à cette source d'énergie. Ça, c'est vrai qu'en France, il n'y a rien eu. Et je veux vous dire avec... Parce que c'est vrai qu'on regarde dans les pays étrangers, mais en fait, en France, il n'y a rien. Quel bonheur je me trouve ici. Il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon a tenu un long discours politique à l'université de Kinshasa, en République démocratique du Congo, devant des étudiants. Oh mais oui, mais bien sûr, mais putain. Oh mais ils sont de tout. Il est allé au Congo. On a vu en début de live, c'est l'endroit où on extrait l'uranium. Pour rassurer les Congolais, pour leur dire vous en faites pas, on va plus vous enlever du... On va vous libérer. Camion de mineurs peut-il circuler dans une zone contrôlée par l'armée? La réponse est dans un rapport d'une ONG congolaise, l'Assado, spécialisée dans les ressources naturelles. C'est l'armée elle-même qui organise le trafic. Ok. C'est gourbi, quoi. Enfin, c'est... Oui, il y a de la ressource, quoi. Il y a du trafic. Ok. Vous verrez. Teddy Scan, hein. Teddy Prophète. Le scénar. C'est ce qui va se passer. Si dans 20 ans, on a Phoenix 4, et que c'est notre ressource la plus précieuse, que ça nous donne 2000 ans d'avance historique sur l'électricité, les gauchistes feront des manifestations avec les Congolais pour qu'on rende les déchets nucléaires. Rendez-nous nos déchets nucléaires. Aujourd'hui, donc ça, vous le gravez, hein. Les jeunes. Moi, je serais mort dans 20 ans, j'arrête, moi. Moi, dans 20 ans, j'arrête. Ça suffit. Je peux pas tenir. Jusque-là, c'est pas possible. Les jeunes. Quand les connards feront des manifestations pour dire rendez aux Congolais les ordures ménagères dont on ne savait pas quoi faire, de l'uranium, prendrez la vidéo de Mélenchon, direz vous commencez à nous péter les burnes. Est-ce que nous ne pourrions pas avoir ensemble une université de la mer, puisque vous avez une façade maritime, puisque vous avez comme nous le problème de la fourniture en énergie? La comparaison entre la République démocratique du Congo et la France, c'est quand même... Il dit, vous avez comme nous le problème de la fourniture en énergie. On n'a pas de problème pour se fournir en énergie à la base. Putain... Pour rappel, la République démocratique du Congo, c'est une façade maritime de 40 km pour 100 millions d'habitants, alors que la France, c'est 5800 km en métropole. Regardez-moi ça! À chaque fois que tu prends un propos de Mélenchon et que tu l'étudies, qu'il y a un professionnel qui l'étudie, c'est de la merde. Sur le plan mathématique. Et le multiplicateur, quoi. Nous avons la même ressource accessible, c'est l'immense énergie des mers. Il y a en mer, aussi longtemps que la Lune tournera autour de la Terre. Le mouvement des marées... Aussi longtemps que la Lune tournera autour de la Terre. Tu sais, le mec... Et le coco qui sort du cul. Putain. Populiste de merde. Bordel. Ils ont des cravates, les gars. T'as pas besoin de leur faire... aussi longtemps que la Lune tournera autour de la Terre. Aussi longtemps que le lion fera pousser sa crinière. Vous m'entendez, frères et sœurs? Nous avons le même problème. Il s'avère que l'eau, la source de toute vie, est ainsi là disponible pour nous. Travaillons ensemble, frères et sœurs, communément là,
pour extraire l'énergie. Fous la paix aux Africains, bande de gauchistes. C'est vous qui nous avez cassé les couilles avec votre colonie. Refais pas le même schéma. Laisse-les tranquilles. Ouais, frères et sœurs, continuons à travailler ensemble. Mais Mélenchon, je ne veux plus travailler avec la France. Mais continuons. La droite veut vous saigner. Non, la droite, on veut plus saigner personne. On veut de l'indépendance énergétique. Avec les déchets, là, qu'on a achetés. Mais, nos amis africains, il faut continuer à nouer des liens commerciaux. Peut-être. Fous-leur la paix. Voilà. Déjà. Putain, les colons, quoi. T'as déjà vu un mec d'extrême droite arriver en Afrique comme ça? Dans un parterre d'Africains, en chemise? T'as déjà vu ça? J'ai jamais vu ça. Il y a Marine Le Pen, elle fait avec les dom-toms. Mais c'est autorisé, c'est français. Et c'est eux qui demandent. C'est autorisé. Et là, on sent le franc-mac, là. Ça sent le franc-mac. Je vous ai apporté une montre en or. Mais si... Moi, Mélenchon, Guada, je vous ai apporté la montre en or. Signifiant le Grand Orient. Ainsi, vous pourrez continuer à manager votre population. Aussi longtemps que la Lune tournera autour de la Terre, le mouvement des marées, le mouvement de la houle, c'est-à-dire 366 fois l'énergie dont la Terre a besoin aujourd'hui. Comparer une énergie primaire... J'ai pas compris. Fois des marées, le mouvement des marées, le mouvement de la houle. Qu'est-ce qu'elle a? C'est-à-dire 366 fois l'énergie dont la Terre a besoin aujourd'hui. Dont la Terre a besoin. La Terre, elle n'a pas besoin d'énergie. Pas besoin d'électricité. On branche pas la Terre à une centrale nucléaire. L'énergie de la houle. C'est un nouveau truc. C'est le truc à la mode. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie de la mer, l'énergie de la houle? Au secours. Il paraît que l'énergie de la mer, l'énergie de la houle, c'est 366 fois ce dont la Terre a besoin. Je comprends pas le truc. Est-ce que tu peux te renseigner sur cette question? Des études ont estimé que l'énergie disponible dans les vagues des océans pourrait, en théorie, couvrir jusqu'à 366 fois les besoins énergétiques mondiaux actuels si elle était entièrement exploitée. Cela s'explique par la très haute densité énergétique des vagues, qui est bien plus élevée que celle du vent ou du soleil. Ok, bonne Cependant, piste. bien que le potentiel soit énorme, la technologie pour exploiter cette énergie est encore en développement. Les défis techniques et les coûts liés à la robustesse des dispositifs dans des environnements marins extrêmes freinent encore son déploiement à grande échelle. Malgré cela, pays comme les États-Unis, l'Australie et plusieurs nations européennes investissent dans des projets pilotes pour faire avancer cette technologie qui pourrait jouer un rôle crucial dans la transition vers une énergie plus propre à l'avenir. Donc c'est en développement. Personne n'exclut cette piste. Puisqu'ils mettent du budget. Donc, tout à l'heure, il a dit, il n'y a pas d'argent magique, on nous dit, on fait de tout, du nucléaire, du machin, on est en train de perdre de l'argent. Tu nous demandes de réinvestir de l'argent. Donc c'est soit les éoliennes, soit les énergies marines. Mais ça coûte cher. On fait tout. C'est l'Union Européenne, les Américains, les Japonais, les machins, les Australiens, tout le monde est en train de miser de l'argent sur l'avenir, oui. Il en parlait déjà en 2017 de ces usines marémotrices. En tout cas, pour l'instant, elles n'ont pas vu le jour. C'est comme ça. C'est comme les voitures volantes. Ça fait des années qu'on en entend parler. Ça commence. Ça commence, on se dit, ça s'approche. Mais c'est toujours pas en cours. Faut pas faire de caprice, faut prendre le temps. On prend le temps. Comparer une énergie primaire et une énergie finale, c'est aussi pertinent que de comparer des choux et des carottes. L'énergie primaire est présente naturellement à l'état brut dans l'environnement. Mais pour la rendre utilisable, il faut la convertir en énergie finale qui, sous sa forme, par exemple l'électricité, est utilisable par nos machines. Alors oui, l'océan regorge d'énergie primaire, comme avec, par exemple, le mouvement des marées ou le mouvement de la houle. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous pouvons la capter et la convertir en abondance pour satisfaire nos besoins énergétiques. C'est la même chose pour l'énergie solaire d'ailleurs. La Terre perçoit tous les jours l'équivalent de 8000 fois ce que l'être humain consomme en énergie. Il est bien, le mec de Figaro. C'était il y a 10 mois. Mélenchon, il a fait ça à Kinshasa il y a 10 mois.
Typiquement, l'énergie marémotrice ou holomotrice sont des exemples d'énergie diffuse, peu concentrée dans l'environnement, qui exigent en conséquence de nombreuses infrastructures, beaucoup de matériaux, beaucoup d'entretien. En pleine mer, installer des machins en pleine mer, ça va être compliqué. Les requins, ils vont pas être contents, ils vont faire la gueule. On va encore avoir des baleines qui vont se prendre les pattes dans les hélices. Voilà, ça demande un peu de rigueur et de patience, je pense. Donc le nucléaire est la plus haute densité énergétique. Mais j'ai franchement l'impression que c'est ça, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et qui subissent des contraintes géographiques spécifiques. Oui. Dans certains cas, dans certains endroits, ce genre de projet peut valoir le coup. Comme la centrale marémotrice de la Rance, en Bretagne, à côté de... Ah mais il y en a une. Il y en a déjà une. Ah, l'expérimentation à Saint-Malo. Ah mais les gens, ils s'en plaignent, ils disent que c'est dégueulasse. Pour être clair, vous souhaitez contraindre EDF à quoi au travers de cette procédure ? Alors deux choses. La première, comme on l'a dit, effectivement, modifier les modes de fonctionnement de l'usine marémotrice pour limiter l'envasement de demain. Et la deuxième chose, c'est de réparer le préjudice écologique qui a été causé à l'estuaire depuis les années 60 ou 70. Et en premier lieu, donc, le surenvasement de la Rance. Nous avons accumulé dans l'estuaire de la Rance plusieurs millions de mètres cubes de vases. Les ordres de grandeur, on parle d'entre 3 et 6 millions de mètres cubes de vases qui se sont accumulés dans l'estuaire depuis les années... Depuis le démarrage du barrage, effectivement. Puisque vous avez comme nous le problème de la fourniture en énergie, et que vous savez, comme nous, qu'il y a une limite à la construction des barrages hydrauliques, du fait des surfaces immenses qu'ils occupent ensuite en lac. Il est quand même vraiment très surprenant, c'est un euphémisme, d'entendre dire que la construction des barrages hydroélectriques est limitée par la surface qu'occupent leurs lacs. Si on fait un calcul d'ordre de grandeur rapide, les lacs de barrage occupent en France métropolitaine environ une surface de 800 km² pour une puissance de production d'électricité d'environ 15 gigawatts. Alors ok, c'est pas le plus optimisé en termes d'occupation de surface. Et le nucléaire est pilotable. C'est quand même mettre non mais c'est des raisons électorales les évidemment. Avantages que l'on a à avoir des retenues d'eau, notamment pour l'agriculture, la sécurité contre les crues, le tourisme, etc. Mais c'est loin d'être immense comme le prétend M. Mélenchon. De plus, l'hydraulique ne se limite pas qu'au barrage de lac. Si on voulait, mais c'est vrai que ça rentre dans le militantisme, en fait, il faudrait que les gauchistes, mais du coup, grâce à Jean Covici, ils en prennent conscience, il faudrait que les gauchistes se rendent compte que le nucléaire est leur survie, pour des raisons électorales, Mélenchon dise qu'il est pour le nucléaire. Mais c'est ce qui va se passer. Les Africains et les Arabes, ils vont être pro-nucléaire. Du coup, Mélenchon, pour des raisons électorales, il va être pro-nucléaire, il va nous demander de donner nos ressources nucléaires. Si l'on compare le nucléaire aux autres sources de production d'électricité en termes de morts liées aux accidents, on se rend compte qu'en fait le nucléaire est la meilleure des élèves parmi toutes les sources d'énergie. Alors voilà, il nous propose un schéma. Alors, nous, on n'a pas eu le même... Ah oui, mais sanitaire, impact sanitaire et moralité des différents modes de production. Donc le charbon, c'est mortel, quoi. Après, il y a le nucléaire et l'éolien qui est pas loin, et l'hydraulique. Enfin, en ce qui concerne les impacts sur la santé, plus largement, pas seulement les décès liés aux accidents, le nucléaire continue à se positionner parmi les meilleurs, à peu près à égalité avec l'éolien. Il est temps de mettre fin à ce discours trompeur, en reconnaissant que le nucléaire civil est l'une des sources d'énergie les plus sûres. Alors, je vais vous donner une petite info. Moi, la seule conclusion à laquelle je peux arriver, c'est... Je sais pas si je suis pro-nucléaire. A priori, ça a l'air. Mais les anti-nucléaires, ils n'ont aucun argument solide et viable. C'est que des effets de manche, de la manipulation, des chiffres trompeurs, de la peur, de l'urgence, et en plus des images d'Épinal, quoi. Ils vivent dans un dessin animé, en fait. Pour l'instant, c'est cette conclusion-là. Je vais continuer à chercher. Si le chef Mélenchon, quand il parle, c'est des conneries, ça donne une idée de ce qu'il y a en dessous. Si on n'a pas l'indépendance énergétique sur 2000 ans, aujourd'hui, c'est pour des raisons électorales. Parce que Macron, il a voulu séduire les écolos qui sont des débiles mentaux. À chaque fois, c'est parce que les mecs, ils ont un implant dans le cerveau, exactement celui que j'avais. Ils ont peur de l'uranium qui est sous leur lit. Quand on éteint la lumière, ils ont peur. Ni de droite, ni de gauche sur cette question. Vraiment, a priori, du peu que j'en vois, du peu qu'on m'en donne comme information, putain, là, vraiment, la télé nous secoue les couilles. Voilà, ça nous fait... De toute façon, l'exemple de 2018 avec la collapsologie, ça dit tout. Ils nous ont pété le cerveau, ils ont pété le cerveau des gauchistes, ils ont affolé tout le monde, et c'est là que tu vois l'importance du self-control, quoi. Donc je vais vous laisser mettre
vos conclusions. Je vais les lire. Et après, on fera une vague de petits cœurs. Eh ben, c'était une sacrée affaire, cette histoire. En tout cas, si le sujet du nucléaire vous a passionné, n'hésitez pas à partager à votre entourage cette vidéo. Ça va nous aider pour le référencement de la chaîne. Ah, puis surtout, j'oubliais, Teddy fait 3 lives par semaine sur Patreon. Donc, si vous voulez voir le live dans son intégralité ou tout simplement participer entre meilleurs au prochain live, n'hésitez pas à cliquer en lien de description pour découvrir les centaines de contenus disponibles sur Patreon et surtout, participer au prochain live. On parle d'actualité, de sujets de société, ça philosophe aussi, et le tout entre copains, entre meilleurs. Bon allez, on se retrouve prochainement sur un live privé. À la prochaine.